La conférence de Berlin est organisée par Bismarck pour l'Allemagne. Cette nation nouvelle cherche à défendre ses acquisitions tardives dans le jeu colonial de la fin du XIXe siècle, tout en détournant la France de l'Alsace-Lorraine, terreau de contestations nombreuses depuis la guerre de 1870. Cette conférence internationale réunit 14 pays européens, la Russie, les États-Unis d'Amérique, ainsi que l'Empire ottoman. Elle vise à régler pacifiquement les litiges survenus en Afrique, à la suite des conquêtes coloniales. Aucun Africain n'est présent. 3 litiges principaux concernent presque exclusivement le Congo. Les questions sont la liberté de commerce dans le bassin du Congo, la liberté de navigation sur les fleuves du Congo et du Niger, les formalités à remplir pour rendre effective l'occupation de cette zone dans la course à sa colonisation. L'Allemagne, ainsi que d'autres pays, souhaiteraient voir cette immense zone au centre du continent rester neutre et ouverte au commerce pour tous. Ils craignent que les rivalités intercoloniales se rallument, rivalités qui coûtent cher et troublent le rendement économique des colonies. La France et l'Angleterre surveillent tout cela d'un œil sobrement supérieur. Les deux grandes puissances coloniales considèrent que si ce territoire est accordé au petit roi belge, il sera aisé de le lui subtiliser plus tard. John Kirk ne désespérait pas que le projet du Congo pût être détourné entre des mains anglaises, 1882. Plus intéressé encore, la France calma son impatience en avril 1884, après que Léopold lui eut reconnu un « droit de préférence », au cas où le roi propriétaire du Congo en viendrait à vendre ses possessions. L'acte final est rédigé à la fin de la conférence. La lutte contre l'esclavage n'occupe que 10 lignes dans ce texte, article 9, qui s'étend dans sa totalité sur plus de 15 pages. Le but principal de cette charte est de garantir la plus grande liberté de commerce afin que tous les pays intéressés puissent retirer de la nouvelle région congolaise les avantages de l'exploitation des ressources. Ainsi, les règles commerciales fixées interdisent tout protectionnisme économique. En ce qui concerne l'attribution de cette colonie à un pays précis, le principe de l'effectivité est établi. Cela signifie que le pays qui sera le plus efficace dans l'entreprise coloniale aura droit et reconnaissance d'annexion de ce territoire par les pays concurrents. Les modalités de cette effectivité ne sont pas précisées. Près d'une décennie est passée depuis la première conférence géographique organisée par le roi à Bruxelles. Léopold est le personnage d'envergure internationale qui aura le plus œuvré et investi pour rendre accessible cette partie du globe. Les nations voisines ont suivi avec intérêt les travaux de l'Association internationale du Congo. Le 29 mai 1885, un décret transforme le territoire en État indépendant du Congo. Et au milieu du mois de juillet, Léopold II en est déclaré roi. Il ne se rendra jamais au Congo. Il en sera pourtant le souverain pendant 24 ans, jusqu'en 1908. Il en sera également le propriétaire privé, l'État belge n'étant d'abord pas intéressé ni concerné par l'aventure. Possession octroyée à titre personnel à une tête couronnée. Liberté de commerce totale garantie pour toutes les compagnies et tous les États coloniaux. Neutralité de l'État quant aux dissensions politiques. Tous ces aspects feront du Congo belge un cas à part dans l'histoire de la colonisation. En 1891, Léopold II emploie l'explorateur canadien et commandant militaire britannique William Granster afin de reprendre le contrôle du Katanga, convoité par Cecil Rhodes pour l'Angleterre. L'occupation est essentiellement poussée vers la vallée méridionale du Nil. Worcester prend possession de l'enclave de l'Edo à partir de 1894. Avant même la fin du XIXe siècle, Léopold tient à établir une ligne ferroviaire le long du fleuve Congo et de ses affluents. Il s'agit ainsi de pouvoir écouler vers la côte les produits dont la vente dans le monde doit créer les sources de revenus indispensables à l'autofinancement du Congo et à l'autogestion de son territoire. Dès le début du XXe siècle, la concurrence coloniale atteindra vite son zénith avec le développement de l'industrie automobile. Le caoutchouc, principale production de l'État indépendant du Congo, dès lors,
est destinée aux industries automobiles naissantes, Rover, Ford, Mercedes, ou textiles. Des témoignages établissant l'exploitation indigne et les mauvais traitements dont est victime la population indigène, y compris l'esclavage, la malnutrition et la mutilation. L'affaire des mains coupées avec quelques photos à l'appui, en particulier dans l'industrie du caoutchouc, entraîne un mouvement international de protestation mené par le Royaume-Uni et les États-Unis à partir des années 1894-1895. Le journaliste et écrivain Edmund Morel, les diplomates britanniques Edward Bannister, William Pickersgill et Roger Casement, l'écrivain écossais Conan Doyle s'attachent à alerter l'opinion internationale à ce sujet. En 1904, une commission d'enquête est dépêchée sur place. L'affaire des mains coupées provoqua la mise en place d'une commission d'enquête internationale et indépendante. La commission se rendit de Matadi à la province du Bas-Congo, puis jusqu'à Stanleyville, au centre du Congo. Après 4 mois d'investigation sur place et l'audition de centaines de témoins, dont 5 des Congolais mutilés mentionnés dans le rapport Casement, le rapport de la commission confirme la surexploitation, souvent forcée, de la main-d'œuvre indigène qui a eu pour résultat le vidage forcé des villages de leur population mâle qui, en temps normal, approvisionne les familles en produits de la chasse, de la pêche et de la cueillette, les femmes étant généralement affectées, comme dans la plupart des communautés bantoues, à la petite agriculture traditionnelle de subsistance, igname, manioc, le fait que les agents européens, plus d'une dizaine de nationalités, œuvrant pour Léopold II soient livrés à eux-mêmes, car insuffisamment encadrés et surveillés, n'a pu conduire qu'à des abus. La commission tombe donc, à bras raccourcis, sur les sociétés concessionnaires, désignées comme les principaux coupables. L'emploi d'expéditions militaires est désigné notamment comme source des massacres. Mais il faut rappeler que ces campagnes militaires étaient destinées à combattre l'esclavagisme. L'éradication de l'esclavage étant un début proclamé par la conférence de Berlin pour l'attribution du Congo à Léopold II. Quant au fait d'un génocide ou d'une dépopulation du Congo de la moitié de ses habitants par l'exploitation du caoutchouc comme cela a été écrit et réécrit un siècle plus tard à partir de la campagne de presse de l'époque, il est difficile d'avancer un quelconque pourcentage car les seuls chiffres de population qui sont disponibles sont ceux de groupes restreints d'Européens. Il n'existe donc aucun fondement scientifique à une telle affirmation. Néanmoins, les auteurs s'accordent pour estimer que le nombre de victimes congolaises pendant cette période se chiffre en millions d'individus. À la suite de pressions étrangères et comme résultante de la commission Edmond Janssens, le roi Léopold II, dont l'intention avait toujours été de léguer le Congo à la Belgique, est contraint de le faire non sous la forme d'un legs survenant après sa mort, mais par une annexion votée par le Parlement en 1908. Selon l'estimation de l'historien Jules Marchal en 1997, Léopold II tire personnellement de l'exploitation de la colonie l'équivalent de 6 milliards de francs français. L'État indépendant du Congo prend dès lors le nom de Congo belge, mais ce n'est qu'à la fin des années 1920 que ses frontières définitives seront fixées. Après 52 ans d'administration belge, la colonie qu'il laisse à la Belgique devient indépendante le 30 juin 1960.